justement 2 semaines les grandes éditions sur la convergence panafricaine. Aujourd'hui, l'Afrique peine à trouver une voie de développement, une voie pour se positionner sur l'échiquier du monde, ou tout au moins l'échiquier de la communauté internationale. L'Afrique n'a pas une voie au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique, dans les échanges commerciaux, dans les échanges économiques dans le monde, traîne toujours. Elle reste toujours sur le joug du pacte colonial et du coup, beaucoup se posent la question de savoir ce continent qui a été leader et qui a mené la civilisation mondiale, comment faire aujourd'hui qu'il puisse revenir sur la place du monde avec un rapport de force assez conséquent. Les associations se créent, les réflexions se opèrent. Aujourd'hui, nous recevons un leader de la convergence panafricaine, un mouvement qui veut fédérer les vues, tant il est vrai qu'en Afrique, la principale souffrance, c'est les querelles de leadership, les querelles de division, des gens qui ne savent pas suivre la même voie. Emmanuel Mougoué est le deuxième vice-président de la COPA, Convergence panafricaine. Cher monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Hubert, et merci pour votre invitation. Alors, vous êtes le deuxième vice-président de la Convergence panafricaine. Vous avez suivi mon introduction pratiquement. Aujourd'hui, tout de go comme ça, là, avant de prendre un volet de l'actualité internationale, l'Afrique se meurt à cause des divisions, des querelles, des mésententes, des gens qui ne peuvent pas suivre le même chemin, qui ne veulent pas marcher ensemble. On parle de l'Union africaine, mais c'est toujours le cycle de la désunion. Oui, aujourd'hui, comme vous avez su bien le dire, l'Union africaine, c'est le cycle de la désunion. À chaque changement de gouvernance, on a un changement de cap et nous comprenons... On ne suit pas le même cap. On ne suit jamais le même, on ne suit jamais le même cap. Chacun vient avec son équipe, avec son agenda, ouais. Et à la fin, les Africains se retrouvent toujours de plus en plus divisés. Et c'est ce qui nous a motivés à mettre en place, au départ, un mouvement, celui de la convergence panafricaine, la COPA, qui est un mouvement qui avait pour but de promouvoir la décolonisation totale des Africains et tous ceux qui sont affiliés à l'Afrique, c'est-à-dire des gens qui sont d'origine africaine à la base, parce que vous savez que l'Afrique a connu plus de 400 ans d'esclavage. À la limite 500, hein? À la limite 500. Et donc, naturellement, les Africains de souche, d'origine, se retrouvent éparpillés dans beaucoup de continents, notamment le continent américain, le continent européen. Et donc, la convergence panafricaine a pour finalité de rassembler tous ces gens-là dans un même panel pour réfléchir ensemble le développement de l'Afrique d'un côté, mais surtout la souveraineté et l'indépendance totale de l'Afrique et l'abolition du néocolonialisme qui a sanctionné les 150 ans de la colonisation. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons être indépendants, mais le pacte colonial nous maintient de facto dans un système dans lequel nos pères ont combattu pour en sortir, mais nous n'avons pas pris le relais à temps. On peut comprendre peut-être pourquoi, mais on ne saurait continuer à rester dans cette posture à ce moment de notre vie. Merci, ça c'est vraiment le vif du sujet pour cette première émission de la convergence panafricaine. Je rappelle que les membres de la convergence panafricaine sont pratiquement, que ce soit dans les 54 États africains ou dans le monde, vous avez dit tout à l'heure, dans la diaspora, en Europe et surtout en Amérique, dans ce vaste mouvement qui va au retour aux sources, rassembler tous ceux qui se trouvent là-bas, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Tous ceux qui se trouvent partout et qui sont africains ou qui sont d'origine africaine, nous voulons les rassembler pour que ensemble on refasse de l'Afrique un continent émergent, parce que vous savez, au départ de notre ère, c'est de l'Afrique qu'est parti tout développement. Malheureusement, on pourrait aussi dire heureusement, parce que face à l'adversité, il faut toujours en tirer les leçons pour pouvoir avancer. Donc, je dirais, dans un premier temps, malheureusement, nous avons connu ce que nous avons connu avec l'Église qui est venue nous imposer l'esclavage, et aujourd'hui nous devons en sortir par le haut.
c'est pour ça que je dis d'un autre côté, heureusement, parce que quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Alors, peut-être la régie ne pourra pas nous montrer les images. C'est vrai, ça brûle en France. Quand vous parlez de pacte colonial, pour les Africains du précaré français, on va directement à la France. C'est vrai, on est dans cette situation, mais ça brûle là-bas quand même. Oui, depuis 18 semaines, pratiquement aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, qui avait cru avoir un pendant de foulard rouge qui devait combattre les Gilets jaunes, est en train de faire des ravages en France en ce moment. Et quand nous regardons dans le fond, ce mouvement nous interpelle. Ce mouvement nous interpelle qui? Les Africains? Les Africains. À la convergence. À la convergence. Plus que dans... Premier volet de l'interpellation. L'un des éléments de base sur lequel, parce que nous ne cautionnons pas d'un côté la violence, mais nous devons tout de même souligner que dans les revendications des Gilets jaunes, il y a en bonne place la libéralisation des Africains de la colonie française du franc CFA, qui est un instrument de souveraineté pour nos continents, pour nos pays, et dont nous ne sommes ni tenants ni aboutissants de comment cette monnaie se gère. Ouais. Et en deuxième place, vous savez que certains membres des Gilets jaunes ont clairement demandé l'abolition du pacte colonial. Ça veut donc dire qu'ils vont dans le sens de la convergence panafricaine. Ils vont exactement dans le sens de la convergence panafricaine, mais avec un prisme purement européen, parce que beaucoup sont des Européens. Ils insistent aussi sur l'indépendance des États, parce qu'aujourd'hui, avec l'Union européenne qui se fait avec des personnes, avec des États qui tirent d'un côté et d'autres qui tirent de l'autre, vous voyez l'Italie qui se désolidarise progressivement avec son gouvernement, l'Angleterre qui s'en est retirée et qui a du mal à totalement s'en défaire. Je crois que les mouvements indépendantistes et les mouvements souverainistes ont leur place aujourd'hui dans le monde. On le place dans le monde, on vous suit, mais en principe, vous êtes dans la convergence, vous n'allez pas quand même prêcher. Même là-bas en Europe, on voit les risques et on prend des précautions. Évidemment, il y a toujours des risques et il y a des précautions, et c'est pour ça que nous avons créé ce mouvement de la convergence qui doit toucher l'ensemble des pays africains. Aujourd'hui, nous en avons au Sénégal. En réalité, la finalité, ou tout au moins l'un des pas des marches d'escalier à suivre, c'est créer un forum de réflexion sur quelles sont les voies que nous devons suivre ensemble pour arriver à une décolonisation totale, à une souveraineté excellente. Merci. Alors on entre dans le vif du sujet. C'est une très belle transition, à savoir vous avez créé la convergence pour aller vers la décolonisation totale et obtenir la souveraineté. Alors la motivation, qu'est-ce qui vous a motivé au-delà de ça? Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements panafricains, ils sont nombreux. Vous venez avec un autre. Oui, le mouvement panafricain, vous savez, les pères fondateurs avaient une vision. Ouais. C'était une vision d'une décolonisation totale de l'Afrique. De leur tombe aujourd'hui, ils observent ce qui se passe. Il y a effectivement beaucoup de mouvements, mais ces mouvements très souvent restent des vœux pieux. C'est-à-dire que les gens ne s'engagent pas physiquement sur le terrain. Et c'est pour ça que nous sommes en train de convertir au Cameroun le mouvement panafricain en mouvement politique, pour pouvoir prendre le pouvoir et imposer cette souveraineté de l'Afrique et la décolonisation totale et immédiate de l'Afrique. Donc c'est un mouvement politique en principe. C'est un mouvement qui arrive sur le terrain politique. Qui arrive sur le terrain politique, mais qui reste d'abord un mouvement panafricain. Qui reste d'abord un mouvement panafricain. Alors quels sont les fondements? Quel est le contenu de ce mouvement-là? Quels sont... Le contenu du mouvement panafricain est assez simple. C'est-à-dire, c'est un mouvement souverainiste, c'est-à-dire qu'on insiste sur la souveraineté de l'Afrique. C'est un mouvement nationaliste, c'est-à-dire que nous revenons sur les fondamentaux de la nation. Qui doit parler au nom de la nation? Est-ce que nous devons recevoir nos politiques de l'étranger ou est-ce que nous devons suivre nos us et coutumes pour bâtir notre voie et pouvoir sortir de la situation de dépendance dans laquelle nous sommes aujourd'hui? À ce niveau, vous répondez? À ce niveau, je réponds qu'aujourd'hui, le chemin est encore à faire,
je réponds que nos masses doivent se soulever et se saisir de ce mouvement pour que ensemble nous bâtissions une Afrique qui est complètement panafricaniste. Se soulever comment? Se soulever premièrement par des cafés de réflexion sur le thème de la souveraineté. Quels sont les instruments de souveraineté? Quels sont les leviers de souveraineté? Par des forums, des émissions comme celle-ci, dans lesquelles nous participons et nous expliquons qu'est-ce que nous attendons de l'Afrique de demain. Oui, mais il y a un problème, celui déjà des moyens et celui de la charge du pacte que vous avez dit néocolonial, la charge de cette colonisation-là, ou néocolonisation, qui pèse toujours comme une chape de plomb. Et vous maintenant, vous avez dit les autres mouvements, c'est des vœux pieux, mais vous partez avec quel élément de base? Les cafés, les forums et autres, on vous dira qu'on en a déjà beaucoup fait. Je pourrais aussi dire on en a beaucoup fait, mais aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est un renouvellement des classes politiques par une jeunesse qui est totalement engagée. Mais alors totalement engagée. Nous avons vu quelques Africains engagés, nous avons vu des mouvements se lever en Afrique et renverser pratiquement la table. Nous ne disons pas que nous devons exactement suivre le même chemin, mais nous disons que tout est encore possible. Nous ne devons pas juste nous dire c'est très difficile, nous ne pouvons pas avancer. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas prendre à bras le corps notre destin en main, nous allons toujours être dépendants et nous allons toujours souffrir de ce joug. Alors, vous parlez des mouvements qui sont arrivés à soulever la table. Bon, maintenant, est-ce que c'est les tables que vous envisagez soulever? Non, nous n'envisageons pas soulever la table, nous envisageons un changement radical du système, des systèmes qui nous gouvernent aujourd'hui et qui sont des systèmes issus de la colonisation. On va vous demander quels sont vos moyens. Parce que ces systèmes, ils ont quand même une structuration qui pèse idéologiquement, qui pèse avec les moyens, qui pèse avec la mécanique, qui pèse. Vous savez, l'une des forces de la démocratie, c'était de ramener au sein du peuple les grandes décisions. Mais la démocratie dans nos continents a été embrigadée. Elle est embrigadée pourquoi? Parce que la parole politique n'est pas libérée. La parole politique n'est pas libérée. La parole politique n'est pas libérée. Qu'est-ce que vous entendez par parole politique non libérée, qui n'est pas libérée? Nous n'allons pas aller directement dans les actualités que nous vivons au Cameroun aujourd'hui, mais vous savez, par exemple, que pour des simples marches parfois, on a du mal à avancer. Et la marche est un élément fondamental d'une démocratie. C'est-à-dire qu'il faut créer un contexte qui permette au peuple de s'exprimer librement, tout en restant dans le respect de la légalité et des lois. Mais il faut que le peuple s'exprime librement. Si le peuple s'exprime librement, nous sommes convaincus que par des moyens d'expression libres, des voix vont se délier, des courants de pensée vont se mettre en place, comme celles que nous développons à la Convergence, pour que de proche en proche, de maison en maison, de rue en rue, nous arrivions à faire comprendre aux Africains qu'une autre voie est possible, que notre café peut être vendu au départ du Cameroun, que notre cacao peut être fixé en Afrique, que nous ne sommes pas obligés de subir le diktat des autres. Et ce sont ces chantiers que nous voulons mettre en place à la Convergence panafricaine pour que l'Afrique reprenne en main son destin. Je vous prends un exemple, ça veut dire que, prenons le cas du Cameroun, sans vous emballer, vous êtes politique certainement à construire, sans vous emballer, mais ça veut dire quoi? Vous prenez le cas de la banane du Cameroun, c'est-à-dire vous renversez, les prix se fixent au Cameroun, parce qu'elle est camerounaise de nom. Je vous entraîne dans ce sens. La banane camerounaise. Je prends vos exemples. Hein? Oui, la banane camerounaise n'est camerounaise que de nom. Oui. Mais c'est une aberration qu'une banane camerounaise soit camerounaise de nom. La banane camerounaise devrait être camerounaise d'origine. C'est pas d'origine parce que l'ouvraison est faite par les Camerounais. Les terres sur lesquelles elles sont cultivées sont camerounaises. En dehors des capitaux
qui aurait pu être aussi camerounais. Tout est camerounais dans la banane camerounaise. Malheureusement, les prix de cette banane, la fixation des prix de cette banane nous échappe. Et qu'est-ce que ça crée? La fixation des prix de cette banane nous échappe. Alors voilà un cas d'école. Comment faire? Oui, comment faire? Exactement ce que nous demandons et ce que nous nous battons pour faire aujourd'hui, c'est de demander que les Africains se mettent ensemble pour exiger que l'ensemble des produits partant d'Afrique, qu'ils aient leur mot dans la manière dont les prix de ces produits sont fixés. Vous regardez ailleurs, les agriculteurs font des mouvements sur nous sommes sur la variable économique. Nous sommes sur la variable économique. On a glissé un peu de celle politique. De celle politique pour arriver sur la variable économique. Oui, effectivement, aussi longtemps que nous allons juste être dans une situation attentiste, nous allons continuer à subir. Mais les gens qui travaillent dans ces plantations, les dirigeants de nos pays qui voient cet état de fait, doivent prendre à bras le corps le problème pour se dire, nous ne pouvons pas continuer à laisser que tout ce qui part de chez nous soit fixé juste comme si nous étions juste une terre de récupération. Nous sommes une terre de production, nous sommes une terre d'extraction, nous devons pouvoir fixer nos prix. Est-ce que ce n'est pas, vous êtes dans la convergence, un mouvement qui va sur le terrain politique, est-ce que ce n'est pas un manque de rapport de force, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une force, c'est comme s'il n'y avait pas une force en face qui oppose. Et quelle est la force que la convergence panafricaine va développer? Le problème de rapport de force ne devrait même pas se poser parce que je pense plutôt que c'est un problème de méconnaissance de notre force. Parce que, la méconnaissance de notre force. Oui, puisque l'Afrique, allons-y sur ce terrain. Puisque l'Afrique, en lui-même, c'est déjà un continent fort de ses hommes. Nous avons vu, si je prends par exemple l'exemple du football, en 1990, le Cameroun a fait trembler le monde. C'est-à-dire que quand l'Afrique se lève, le monde va trembler. Nous avons l'avocat burkinabé qui l'a si bien dit. Le jour où le Cameroun va se lever, le monde va trembler. Donc, ça veut dire que le problème actuel que nous vivons, c'est un problème de méconnaissance de notre force. Nous négligeons la capacité que nous avons, nous négligeons la force que nous avons. Et à la convergence panafricaine, nous voulons inciter les Africains à comprendre qu'ils ont une capacité, ils ont une force qu'ils peuvent mettre au service du monde. Une force qu'ils peuvent mettre au service du monde avec les contingences aussi de ce monde-là, les contextes et les environnements. Les contextes et les environnements aujourd'hui nous sont juste imposés. Et si vous observez bien, même les capitalistes aujourd'hui souhaitent que la situation change. Quand je parle des capitalistes, je ne parle pas des dirigeants capitalistes, je parle des habitants des pays capitalistes. Parce que quel que soit le sujet que vous prenez, dans ces pays, si vous interrogez la population, une bonne partie, la majorité de la population vous dira, pour que le monde se porte mieux, il faudrait que les peuples aient la capacité à s'autodéterminer par eux-mêmes. Mais les dirigeants de ces pays nous imposent par une prébande de quelques personnes leur façon de voir le monde qui n'est pas la façon dont les populations du monde voient le monde. Et nous souhaitons que les populations africaines imposent leur point de vue dans la manière dont le monde doit être dirigé. Donc, convergence panafricaine, il va vers la brisure du pacte colonial, décolonisation totale. Décolonisation totale et immédiate. Et immédiate pour une souveraineté de l'Afrique. Prenons le cas, restons toujours dans la variable économique, prenons le cas du franc CFA. Bon, si nous prenons le cas du franc CFA, je vais partir par une anecdote simple. Oui. Supposons que vous travaillez dans une entreprise, vous gagnez 100 000 francs par mois, et que votre patron vous dit, je vous donne 50 000, je garde 50 000 pour votre stabilité. Vous acceptez. Pendant 30 ans de vie professionnelle, il conserve vos 50 000. À la fin de votre vie, vous faites entrer votre enfant dans la profession. Vous n'avez pas de maison. Vous n'arrivez pas à vous soigner. Vous n'arrivez pas à vous vêtir. Il prend votre enfant, vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas vous soigner, ayant passé 30 ans à travailler. Il retient encore le même 50 000 du salaire de votre fils et il le fait de génération en génération. Que pensez-vous que votre fils deviendra? Réponse, l'enfant, nous ne pouvons à ce moment-là dire que stop,
trop, c'est trop. Parce que nous avons aussi des besoins à couvrir. Parce qu'à la fin de la journée, ils vont venir nous dire, avec l'accumulation de nos multiples 50 000 par mois, qu'ils nous apportent des aides qui en réalité n'est qu'un retour de notre argent qu'ils nous donnent avec des intérêts qui permettent de faire tourner leur propre économie. Nous voulons que cette situation change pour le bien de l'Africain et non pas pour le bien des autres. Il arrive donc en Afrique, il y a d'autres sons de cloche. Je vous prends, vous connaissez la position par exemple du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que ça ne participe pas à déconstruire ou à déconfigurer même des cadres comme ceux-ci, comme le vôtre? Vous savez, dans notre mouvement, nous ne voulons pas jeter l'opprobre à certaines personnes. Nous voulons un cadre de réflexion. Chacun y va de sa façon de voir la situation. C'est juste une interrogation. Hein? Je suis d'accord. Le président Dramane Alassane Ouattara est un économiste chevronné connu de l'Afrique, mais sur ce point, nous sommes persuadés qu'il se trompe. La monnaie est un instrument de souveraineté et l'Afrique doit prendre en main sa souveraineté. Et comment prendre cette souveraineté? Sur le sujet, par exemple... C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a le discours, mais il y a la réalité aussi. Oui, il y a le discours, il y a la réalité. Comme dans chaque situation. Vous savez, quand une situation a duré 70 ans, 100 ans, 150 ans, il est difficile de le briser en un jour. Cette souveraineté, nous allons la prendre, et j'insiste là-dessus, par des mouvements que nous allons construire ensemble pour mettre en place dans la tête des jeunes Africains et aussi dans les institutions qui gèrent notre pays, notre continent africain. Donc, ne soyons pas dans une situation de dire est-ce que nous descendons dans la rue demain pour exiger que le franc CFA soit stoppé? Nous devons construire des modèles qui vont venir remplacer le franc CFA parce que nous avons la chance aujourd'hui que l'Afrique est revenue dans le concert de l'intellect et nous pouvons construire notre modèle monétaire au départ de l'Afrique sans avoir besoin d'assistance étrangère. Sans besoin d'avoir l'assistance étrangère. Est-ce que ça veut dire que cette décolonisation, ça veut dire le rejet des autres peuples? Je pense que c'est pas ça. Non, surtout pas, parce que nous ne pouvons pas non plus rentrer dans l'autarcie du début de notre création. Le monde est devenu pratiquement un village, mais un village dans lequel chacun doit s'occuper de la devanture de sa maison. Chacun doit pouvoir balayer sa maison et disposer dans sa maison les chaises comme il entend et non pas les disposer comme le voisin les lui impose. Est-ce que vous, dans la convergence panafricaine, on saisit que vous êtes contre le pacte colonial, vous êtes pour la décolonisation immédiate de l'Afrique, vous êtes pour la souveraineté de l'Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, dans un contexte international où les jeux d'équilibre et des forces, les rapports de force sont constamment en bousculade, vous croyez que cet espace-là, cette passerelle est possible? Si vous observez bien la scène politique internationale, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, dans beaucoup de pays, arrivent des personnes qui n'ont rien à faire avec le modèle colonial ancien. Les gens arrivent parfois avec des nationalismes forts, et nous devons nous saisir de ces opportunités pour leur dire, attendez, ceux mêmes qui hier nous disons que nous devons marcher suivant leur voie, nous redisent aujourd'hui que nous allons prendre d'abord la manière dont notre pays, nous prenons par exemple le cas des Amériques, America First, nous devons aussi dire Afrique First. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous dire, la chance que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est que le monde est en train de se déconstruire. Le modèle passé est en train de se déconstruire. Aujourd'hui, il y a encore combien de partisans de la France-Afrique? Petit à petit, ils sont en train de disparaître. Le président français a dit lui-même qu'il n'est pas issu de la période coloniale. Vous parlez d'Emmanuel Macron? Je parle exactement d'Emmanuel Macron. Mais c'est ça, c'est pas des paroles comme ça. Vous savez, tout part des paroles. Ouais. Et nous devons nous saisir des paroles. C'est sur la base de ce que quelqu'un a dit que nous devons le juger et le mettre
devant ses propres paroles. Mais c'est comme si c'est des paroles politiques, c'est-à-dire que je me souviens de ça, c'était au Burkina Faso, à l'université. C'est des paroles politiques qui lui retombent dessus aujourd'hui, si je peux dire ça ainsi, puisque dans son propre pays, il doit faire face à la gronde des personnes qui réclament que cette parole soit appliquée dans le continent africain. Donc, je pense que vous avez vu, il est totalement bloqué dans son pays. Il ne peut même plus prendre des vacances parce que physiquement dans son pays, les peuples demandent une autre façon de voir le monde. Mais maintenant, vous avez parlé de l'Afrique. Est-ce qu'en Afrique, il n'y a pas cet attentisme? Vous avez parlé de politique, la parole politique qui n'est pas libérée. Mais entre attentisme et parole politique non libérée, est-ce qu'ici, on n'est pas dans un modèle de consommation, dans un modèle de léthargie, dans un modèle, je ne sais pas... quel autre mot je peux prendre? Vous savez, la transition est toujours difficile. La transition est toujours difficile. Nous avons passé aujourd'hui, nous sommes à peu près à 70 ans des indépendances, et durant 70 ans, nous avons implémenté à travers nos parents un modèle qui est devenu désuet, et le peuple a pris conscience de cette situation. Le peuple est en train de travailler. Ce mouvement, la convergence panafricaine, il n'y a pas 3 ans, elle n'existait pas. Mais aujourd'hui, elle est déjà implémentée dans plus de 10 pays en Afrique. Ça veut dire que la convergence fait son bonhomme de chemin. Et je peux vous assurer que d'ici la fin de l'année, il y aura sans doute des émissions comme celle-ci qui vont faire le tour de l'Afrique pour sensibiliser les Africains sur la nécessité de se mettre ensemble autour d'une table pour revendiquer quelque chose qui avait déjà été revendiqué dans les années 40 par les pères fondateurs de l'Afrique, des États africains, qui exigeaient, il y a eu ces 2 mouvements, le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia, l'un qui pensait à Monrovia qu'il fallait une décolonisation partielle avec une continuité de l'assistanat, et l'autre qui était le groupe de Casablanca qui exigeait une décolonisation radicale et totale. Malheureusement, avec l'intelligence de ceux qui étaient là par le passé, nous pouvons aussi les comprendre. La majorité de nos cadres avaient été formés chez eux, c'est-à-dire que c'était plus facile pour eux de noyauter les cadres qui venaient nous diriger après les indépendances. Aujourd'hui, par chance, beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de nos cadres sont formés sur le continent africain, avec des réalités qui sont purement africaines, et donc peuvent reprendre en main leur destin à partir de maintenant. Et vous croyez que ce noyautage, je reprends vos mots, n'est pas possible, parce qu'on vit la permanence de la prédation, par exemple, qui est une donnée de l'extraversion, parce que lorsqu'on vit cette prédation, les fonds ne sont pas pour être au service de ces nations, de ces États africains. Donc il y a comme un changement de paradigme ou de forme de ce noyautage. Oui, le changement de paradigme et de forme est certain. Mais vous savez, dans un combat, il ne faut pas s'attendre à ce que votre adversaire baisse la garde et vous laisse le frapper. C'est à nous de savoir, de nous armer de courage pour attaquer davantage. Et sur ce point, je peux vous assurer, et ça vous pouvez le rencontrer dans la rue, même si la parole politique n'est pas libérée sur la place politique, sur la place publique, dès que vous entrez dans les endroits clos, les gens discutent et les gens vous donnent des avis qui sont tranchés sur des questions purement souverainistes. Alors, donc vous pensez, je reviens, quand vous regardez aujourd'hui, je voudrais qu'on soit face à la réalité, que la convergence avec ses missions, ses buts qu'on a déjà saisis, qui se résument dans cette histoire de décolonisation immédiate, souveraineté totale, ça veut dire une indépendance. Je vous renvoie à la réalité de ce que pendant que cela est construit, ailleurs on construit aussi la permanence des systèmes. Oui, comme je vous ai dit plus tôt, les peuples se réinventent avec en toile de fond les intérêts partisans. C'est-à-dire que le capitaliste aujourd'hui veut maintenir son capitalisme en transférant tout notre patrimoine vers les centres capitalistiques d'hier.
et qui restent malheureusement d'aujourd'hui, mais c'est à nous d'inventer. Et ces centres-là qui se considèrent les centres du monde. Hein, et ce sont ces centres qui se considèrent les centres du monde et les autres étant la périphérie. Mais même si nous ne prenons que la donnée démographique, nous sommes le peuple, nous sommes le monde de demain, puisque ces gens sont... le monde de demain. Oui, le monde de demain qui commande dès aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui qu'on pose les jalons de demain. Et c'est pour ça que nous pensons que nous sommes dans le momentum de la décolonisation totale de l'Afrique. Parce que ce n'est pas demain que nous allons dire il faut qu'on commence à courir. Nous avons déjà suffisamment trop traîné. Le monde de demain, on va vous parler de rêve. Alors aujourd'hui, sur un plan pratique, parce que quittons un peu le monde de demain, alors qu'aujourd'hui, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la famine, il y a ceci, il y a des détournements à tout vent, il y a la prédation. En fait, ça se passe dans la plupart des pays africains, c'est comme ça. Comment conjuguer cette réalité et faire et donner de l'espoir ou de la vie ou de la vitalité au mouvement qui milite, ou des personnes qui veulent militer dans ce genre de mouvement? La question que vous posez aujourd'hui est une question centrale même de la vie, c'est-à-dire nous assistons à des détournements massifs, nous assistons à des prébendes qui s'organisent chaque jour pour davantage spolier la population. Et à la convergence panafricaine exactement, nous disons que nous allons mettre en place une équipe de jeunes et de leadership africains qui va prendre en main le côté moralisateur de la société pour nous extirper de ces mots qui en réalité ne sont pas des mots purement africains, parce que quand vous prenez les langues africaines, vous allez rarement voir à l'intérieur de ces langues africaines les mots corruption. Ce sont des mots qui nous ont été pratiquement imposés et qui sont des mots purement colonisateurs. Et c'est pour ça que nous voulons en sortir aujourd'hui et pas demain. Nous devons en sortir aujourd'hui pour poser les jalons de notre développement de demain. Et c'est un gros travail, ça. C'est un gros travail et nous en sommes conscients. C'est pour ça qu'au sein de la convergence, nous ne recrutons que des personnes suffisamment costaudes, avec des épaules suffisamment larges, dans un premier temps, pour pouvoir conduire ce mouvement. Parce que, vous savez, moi par exemple, je suis logisticien à la base. Quand je prends simplement le cadre logistique de nos pays, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de chemin de fer. Les seuls que nous avons datent des années, je ne sais pas, des années 40. Comment pouvons-nous construire un développement et une souveraineté sur cette base? Quand vous répondez, voilà les vrais problèmes. Oui, c'est voilà ça. La réalité. C'est ça les vrais problèmes. Au-delà des querelles et de tout ce au-delà de toutes les querelles. C'est pour ça que je vous dis, nous avons un agenda qui nous permet d'identifier l'ensemble. Lorsque le logisticien a observé comme ça, quelle est la projection possible? La projection aujourd'hui, c'est quoi? C'est de nous dire, nous avons ce problème. Quelles sont les solutions que nous pouvons implémenter immédiatement et quelles sont les solutions que nous pouvons implémenter dans 3 ou dans 4 ou dans 5 ans? Alors, faites-nous un schéma. Si je prends par exemple, prenons par exemple le schéma de l'intégration sous-régionale, parce que quand nous avons une vision panafricaniste, il serait absurde de nous limiter simplement au Cameroun. Voilà. Quand je prends par exemple une vision sous-régionale, nous avons le Tchad, qui est un pays bloqué parce qu'ils n'ont pas de port. Nous avons la Centrafrique qui est un pays qui n'a pas de port, mais nous n'avons pas développé d'infrastructures de communication entre nos États. Donc l'urgence pour nous aujourd'hui, c'est de faire que le Cameroun puisse profiter de ces façades maritimes pour pouvoir créer des corridors entre ces pays-là, non pas simplement des corridors sur des terres battues, mais des corridors avec la capacité de transport des pondéreux. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas acheminer une marchandise de 100 tonnes au Tchad parce que nous n'avons pas de route capable de supporter ces 100 tonnes. Il nous faut étendre le chemin de fer vers le Tchad, il nous faut étendre le chemin de fer au départ de Belabo vers la Centrafrique pour nous permettre de sortir de toutes les situations que nous vivons aujourd'hui. Parce que si nous pensons être panafricains et nous allons simplement regarder qu'il faut augmenter les routes à Douala, qu'il faut faire ceci ou faire cela, on ne pense pas au transport en commun, on ne va jamais sortir de la situation que nous vivons aujourd'hui. Quand je sors de chez moi pour arriver au bureau, je mets pratiquement 2 heures de temps. Simplement parce que les routes sont larges,
mais pas suffisamment large pour l'ensemble des voitures qui y circulent, et des voitures qui sont pour la plupart des au revoir l'Europe. Et aujourd'hui, la pollution seule est de nature à nous envoyer tous à l'hôpital. Et tous ces ensembles de problématiques doivent être pris en compte pour que, ensemble, de manière africaine, nous y trouvions des solutions africaines. Vous venez d'avoir des images là qui nous renvoient certainement à cette réalité. On court sensiblement vers la fin de ce programme. On admire votre manière de parler. On était là sur la variable économique. Bon, maintenant, il y a un problème. Il y a une masse de jeunes africains. Je crois d'ailleurs vous avez convoqué Emmanuel Macron. Je vois au Burkina Faso. Il a eu une interrogation assez pointue des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup choisissent ils font le choix de la façade maritime pour aller de l'autre côté. Et l'Italie s'est plaint l'autre jour. Quelle est la lecture et les pistes de solution de la convergence panafricaine dans ces missions? Les problèmes que nous vivons aujourd'hui avec l'exode massif de nos jeunes qui prennent les routes les plus difficiles et les plus dangereuses vers l'Eldorado européen sont des problèmes qui auraient pu avoir des solutions purement locales. Quel est le problème réel qui crée cet exode massif de la jeunesse? Vous répondez? Je réponds tout de suite. Je pose la question pour moi-même. Parce que, en fait, les Africains ne se sentent pas à l'aise chez eux. Pourquoi? On a dit au début de cette émission que la parole est parfois confisquée. Les gens vivent misérablement. Le développement est bloqué. Les industries se ferment. Et par le moyen de communication, on nous laisse entrevoir un Eldorado qui existerait ailleurs. Alors que sur place, nous pouvons ensemble nous souder les coudes et nous lutter pendant 2 ou 3 ans pour arriver à déterminer nous-mêmes notre chemin de manière à pouvoir rebâtir notre vie sur place. Parce que si au départ de nos nations, tout le monde cherchait l'exode, ça aurait été plus facile de rester dans le modèle où les gens allaient se former à l'étranger et ne revenaient jamais. Mais ces gens sont revenus en leur temps, peut-être avec des mauvais modèles qu'ils sont venus implémenter, mais c'était des modèles qu'ils avaient à ce moment, les modèles sur lesquels ils avaient été formés. Nous avons la chance d'avoir été formés sur place. Implémentons les modèles que nous avons appris sur place et améliorons même notre système éducatif pour apprendre à chacun de nos concitoyens que sa place est sur place au Cameroun, en Afrique, et que chacun devrait participer au développement de son continent. Quel est le miracle à ce niveau? Ça, c'est un domaine très très sensible et très important, parce que la masse des jeunes ne fait que grossir. Quel est le miracle? Est-ce qu'il y a un miracle possible? Bien sûr qu'il y a un miracle possible. On l'a dit tout au début de l'émission. L'un des miracles, l'un des chemins de ce miracle passerait par l'autodétermination de l'Africain face à ses ressources. Aujourd'hui, nous bradons... L'autodétermination de l'Africain face à ses ressources. Aujourd'hui, nous bradons... Du sous-sol et autres. Oui. Voilà, du sol, du sous-sol et toute autre chose. Aujourd'hui, nous bradons à vil prix les minerais africains. Il y a des pays qui font l'extraction de l'uranium à des prix qui sont purement dérisoires, et dès que quelqu'un essaie de dire le prix ne convient pas, on va commencer à déstabiliser son régime, parce que, et tout ça c'est pourquoi? C'est parce que les peuples africains sont purement attentistes. Les problèmes majeurs de notre société ne sont pas pris en compte par la jeunesse. La jeunesse doit se remettre au centre du jeu politique, la jeunesse doit se remettre au centre du jeu économique, la jeunesse doit se remettre au centre du jeu social. Et la convergence construit dans ce sens? La convergence est exactement construite dans ce sens. C'est-à-dire que nous avons des piliers. Nous avons un pilier économique, nous avons un pilier politique, nous avons un pilier culturel qui remet l'Africain, qui redonne l'amour de l'Afrique à l'Africain. Alors, je suivais, ça c'est dans le cadre des informations, je participe au Business Forum. Alors, c'est une parole officielle. 190 milliards d'importations de riz au Cameroun. Vous m'envoyez... Ça, c'est le Cameroun, mais peut-être dans les autres pays africains. Si on totalise, ça va faire gros ça. Gros, ouais, vous m'envoyez sourire justement parce que vous savez que nous avions des bassins de production de riz au Cameroun il n'y a pas très longtemps de cela. Et ces bassins ont pratiquement été démantelés. Nous ne savons pas trop pourquoi. On vous dira que c'était à cause de la crise économique. Mais vous savez,
quand on n'apprend pas un peuple à se retrousser les manches, quand on n'apprend pas une jeunesse... Je pose cette question parce que vous parlez de décolonisation et je prends cela dans le volet d'une économie extravertie, essentiellement là. Oui, parce que en fait, vous posez un problème qui fait que nos ressources, notre patrimoine se retrouve exporté, parce que ces milliards... Et vous parlez de décolonisation. Oui, ces milliards que vous envoyez de l'autre côté, si nous avions travaillé localement sur la culture du riz, nous n'aurions pas à délocaliser ces milliards, nous aurions juste à faire vivre une économie locale. C'est-à-dire que les business forums devraient insister sur le volet agricole pour le développement de l'Afrique. Et ça aussi, c'est l'un des pans de la convergence panafricaine. Quel est le modèle de l'agriculture que nous devons implémenter dans nos territoires pour que l'Afrique s'auto-alimente sans avoir besoin... Quel est ce modèle? Parce qu'au finish, vous parlez d'un État-providence après avoir brisé le pacte colonial ou le joug colonial ou après avoir fait la décolonisation. Quel est ce modèle? Oui, bon, notre modèle est un modèle qui vise à identifier l'ensemble des bassins de production par type de consommation que nous avons, de manière à orienter nos ressources vers ces bassins de production. Et nous avons aussi des organismes de recherche sur la biodiversité et sur les produits alimentaires. Ces organismes doivent adapter les cultures à l'autosuffisance alimentaire de nos peuples africains. Donc, en réalité, le temps est ce qu'il est, mais je peux vous assurer que la convergence panafricaine déroule tout un arsenal d'instruments. Vous allez certainement revenir, hein, oui, c'est notre souhait d'avoir des émissions purement thématiques. Si par exemple nous avons une émission sur laquelle nous parlons que de l'agriculture, à ce moment-là, nous aurons l'opportunité de vous dérouler tout le volet agricole que nous avons prévu au sein de la convergence panafricaine, parce que à chacun des leviers de notre économie, à chacun des leviers de notre vie culturelle, la convergence panafricaine a commencé à réfléchir et à émettre des solutions pour en sortir. Parce que c'est bien de demander l'indépendance, voilà. C'est bien de demander la souveraineté, mais si nous le prenons pour ne rien en faire, je crois que nous aurions fait plutôt reculer le combat plutôt que le faire avancer. Et si ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas du tout le cas, parce que comme je vous ai indiqué... c'est une question que ça nous inquiète pas du tout, pas du tout. Et du coup, il faut que les téléspectateurs soient rassurés, parce que nous ne sommes pas là juste pour vous dire nous avons créé un mouvement parmi tant d'autres. Nous avons mis ensemble des intellectuels, nous avons mis ensemble des ressources humaines pour que nous réfléchissions sur le modèle que nous allons suivre eu égard à notre comportement, eu égard à nos coutumes, eu égard à nos us et surtout eu égard au passé que nous avons connu, qui ne devrait plus être ce que nous allons vivre demain. Peut-être qu'on va sortir par là dans le volet sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état du monde, la convergence ne se dit pas, pour assurer la sécurité, si je dois parler ainsi, on va toujours rester dépendant? Je ne pense pas qu'on va toujours rester dépendant. Aucune arme ne se fabrique en Afrique. Aucune arme ne se fabrique. Aucun missile. Mais je pense que... l'arme la plus inquiétante du monde n'est pas ici. Mais si vous regardez bien, les plus grandes armes... Ça vous fait plutôt sourire. Oui, moi, non, vous devez vous rassurer, ça ne me fait pas peur, parce que la plus grande arme, c'est pas les missiles, c'est l'arme humaine. Et cette arme humaine, nous l'avons en Afrique, nous l'avons au Cameroun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... Mais celle qui inquiète maintenant, c'est l'arme nucléaire. Vous avez vu la Corée du Nord et les États-Unis à un moment donné. Oui. Chacun peut appuyer sur un bouton et... J'en ris parce qu'ils finissent par se bouffer entre eux. Si bien que... On pourrait même se dire tant mieux pour eux s'ils ont... Au plan sécuritaire, laissons un peu ça. Au plan sécuritaire, quel est le rapport de force de l'Afrique? Si on fait appuyer sur un bouton à Pyongyang là-bas, l'Afrique va dire, la convergence va dire, on va appuyer vers où? Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Sur le plan sécuritaire, on doit reconnaître que aujourd'hui, ce qui nous importe le plus, c'est de remettre la sérénité
au sein des populations, pour que nous avons des pays qui se sont développés sans avoir besoin d'armement. Nous avons par exemple le Japon qui a été coupé de l'armement pendant longtemps. Nous avons l'Allemagne qui en a été coupée. Ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des nations faibles économiquement ou qui ne sont pas totalement décolonisées. Je pense que le côté... Mais le canon a tellement parlé en Afrique. Vous avez parlé d'esclavage, près de 500 ans. 500 ans, oui. Oh, oui. Le canon a fait ses effets. Oui, le canon a fait... Il continue à le faire. Le canon a fait ses effets, il continue à le faire. Mais quand vous observez aujourd'hui... Quel doit être le canon de la convergence pour faire face à cet autre canon? Le canon de la convergence... Parce que quand on prend l'exemple de Gbagbo... Vous allez répondre. Quand on prend l'exemple de Gbagbo, Nicolas Sarkozy dit vous allez partir et on voit l'armée qui descend. Oui, ça c'était, je peux vous assurer, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qu'on a imposé il y a à peine 10 ans risque de ressortir par la même porte par laquelle ils sont entrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple est toujours resté le peuple souverain. Quand une souveraineté est conquise, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas par les armes qu'on va faire chanter l'Afrique. C'est par les idées et c'est par le développement fondamental des économies africaines. Est-ce que l'Afrique en elle-même, excusez mes questions, hein, vous avez dit tout à l'heure que probablement ces émissions, et d'ailleurs je l'admets parce que c'est le message qui est central dans la convergence panafricaine actuellement, que ces émissions vont faire le tour pratiquement de l'Afrique. Or, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez au plan sécuritaire, je veux qu'on en reste là, il y a eu un embryon en RDC, il y a eu un autre en Afrique du Sud, mais c'est tombé. Aujourd'hui, on impose, et on impose par la voie des armes. Je ne pense pas que la voie des armes nous parvient toujours à s'imposer aujourd'hui. La preuve, c'est que on commence parfois par des dictats. Quand ça ne passe pas, on cherche à... Vous savez, on n'y va plus aussi radicalement que par le passé. Ça c'est vrai. Vous savez, par le passé, c'était des coups d'État. Quand quelqu'un n'était pas d'accord avec vous, on venait le remplacer par un autre. Et si vous observez bien, on recherche de plus en plus de subtilités parce que même ceux qui imposent par les armes aujourd'hui sont contestés chez eux puisque le monde entier estime que les armes, ça ne nous a jamais apporté quelque chose de bien. C'est-à-dire que nous les Africains, nous avons été toujours un peuple de paix et nous pensons que c'est dans la paix que nous allons construire notre avenir. Merci, vous parlez avec beaucoup de conviction, on est vers la fin. Alors un message aujourd'hui aux peuples africains. Demain, nous sommes en 2019. Demain, 2020, 2021, 2022. Comment ça va évoluer avec la convergence? N'allons pas si loin. Je pense que d'ici la fin de cette année, les populations camerounaises et africaines vont voir l'impact de la création du mouvement de la convergence panafricaine sur le terrain. Et j'insiste sur le fait que chacun dans son coin doit se souvenir que nos pères se sont battus pour que nous soyons indépendants. Ces pères sont morts pour notre indépendance, mais cette indépendance a été noyautée, a été confisquée et nous devons de nouveau nous lever aujourd'hui pour continuer ce combat de manière à être des hommes d'honneur, des hommes libres, des hommes qui peuvent penser leur avenir par eux-mêmes. En tout cas, vous me donnez l'occasion de saluer tous les membres de la convergence panafricaine. Ils sont au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Niger, et ils sont au Ghana, ils sont en Europe et ils sont en Amérique. Et surtout, nous devons insister sur les pères fondateurs parce que nous avons au Cameroun Ruben Oumniobé, nous avons Ernest Ouandié, nous avons sur l'Afrique Kwame Nkrumah, nous avons Gilles Olympio, tous ces gens qui pendant toute leur vie se sont battus, et j'en oublie même d'ailleurs, nous avons Sékou Touré qui a montré une forme de bravoure face à l'oppresseur, et nous devons aujourd'hui nous souvenir de ces combats pour pouvoir refaire notre continent, parce qu'un continent sans histoire ne peut pas se développer.
Emmanuel Mugwe, deuxième vice-président de la Convergence panafricaine, merci d'être venu. On vous attend peut-être aussi la semaine prochaine ou bien une autre personne de la Convergence panafricaine. Oui, la Convergence panafricaine a pas mal d'adhérents et pas mal de cadres. Et je pense que je serai heureux de revenir la semaine prochaine. Mais il est fort possible que quelqu'un d'autre arrive si je ne peux pas, si mon emploi du temps ne me permet pas d'être là. Mais nous souhaitons que cette émission sur le panafricanisme s'implante et s'impose à tous les Africains et à tout moment, de manière que cette tranche d'antenne soit suivie permanemment par tous les Africains. Merci d'être venu. C'est tout de même, que ce soit pour le promoteur de la chaîne, que ce soit pour les Africains qui voient et qui veulent voir loin actuellement la nécessité de sortir l'Afrique de ce joug du néocolonialisme, décoloniser, briser le pacte colonial. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain, une autre émission est annoncée avec les possibilités d'avoir quelqu'un qui viendra nous parler de comment implémenter l'amour, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, c'est-à-dire essayer de vivre pas dans les querelles, pas dans les disputes, mais en faisant la promotion, pas seulement du vivre ensemble, mais de la logique de construire des nations qui s'intègrent dans les différences d'opinion et de vues. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui à 19h. Le journal en full day, 20h en anglais, 21h, c'est en français. Merci de nous avoir donné de votre temps. Bonsoir. Merci, bonsoir.